Bonjour à toutes et tous, amis gaulois réfractaires. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je veux témoigner à l'appui de documents officiels de l'implication des plus hauts responsables français dans la faillite d'une gestion politique catastrophique de cette pandémie. En effet, ces documents, pour certains confidentiels, vont entraîner à l'encontre de ma personne une répression que j'endure déjà. Néanmoins, entre vivre à genoux ou mourir debout, j'ai choisi. Alors si vous pensez que ce combat, notre combat, est juste et légitime, pour toujours plus de vérité, bien entendu, partagez. Partagez, s'il vous plaît, par milliers, avant toute censure. Merci d'avance. Monsieur Macron, voilà plus de 2 semaines maintenant, le 28 octobre, que vous nous avez resservi votre discours condescendant, insipide, alarmiste et mensonger. Tout cela pour nous replonger 8 mois dans un passé d'une première guerre qui devait, selon vos propres mots, nous avoir appris. Mais une fois de plus, appris quoi, monsieur Macron? Que nous sommes repartis pour une seconde guerre bis repetita? Le peuple de France en a assez. Assez de vous, assez de votre gouvernement et de ses combines. D'ailleurs, rappelons-nous ce chef d'inculpation d'association de malfaiteurs lors d'une énième mise en examen pour l'un de vos proches, un certain monsieur Sarkozy. Alors oui, nous en avons plus que marre de ces politiciens et de leurs contradictions permanentes. Marre de cette politique anxiogène. Si je prends un exemple, vous nous annoncez 527 morts en une seule journée, alors que vous saviez pertinemment que ce chiffre était en réalité de 288 morts en hôpital au 27 octobre, mais vous l'avez majoré de 239 décès provenant d'établissements sociaux et médicaux, cumul des 4 jours précédents. Mais voilà, il faut continuer de maintenir cette peur. Et ce climat, bien sûr, anxiogène. Vous nous déclarez également qu'il faut aussi ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital en réanimation, estimant que le bilan pourrait atteindre jusqu'à 400 000 morts si rien n'était fait. Mais, monsieur Macron, les États-Unis, avec une population de plus de 330 millions d'habitants et après 10 mois de combat, recensent aujourd'hui environ 241 000 morts. Et vous nous annoncez 400 000 morts probables pour la France, soit 2 fois plus avec une population 5 fois inférieure. Alors oui, je sais, nous qui ne sommes rien, nous les analphabètes, nous les sans-dents comme se plaisait à le décrire votre prédécesseur, eh bien ne vous en déplaise, nous savons encore compter, monsieur Macron. Je dirais, c'est une petite erreur à mettre à l'actif certainement du en même temps qui vous sied si bien, puisqu'à vous écouter, vous et vos collaborateurs, vous n'êtes jamais responsables. Vous nous avez indiqué ensuite devoir nous imposer une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire, avec bien entendu un second reconfinement, piétinant ainsi allègrement à nouveau le Parlement, l'état de droit et les libertés économiques et individuelles des Français. Dès lors, nous serons une nouvelle fois bien entendu à l'arrêt. Est-ce cela tirer les leçons d'une première débâcle, monsieur Macron? Est-ce cela pour vous d'avoir appris de la première vague? Alors oui, pour notre part, nous, les Gaulois réfractaires, nous avons appris. Appris qu'il est plus facile d'enfermer les Français que les politiciens fraudeurs et les islamistes patentés. Appris qu'il est plus facile d'incarcérer un peuple chez lui et le bâillonner, tout en précipitant le chaos économique et social de notre société. Appris qu'une grande distribution peut se réjouir d'affaires juteuses, alors que les petits artisans et commerçants sont condamnés, eux, à une mort malheureuse. Appris que tout pouvoir, proche d'une dictature, exerce toujours, à l'encontre des arts et de la culture, autorité pour imposer par ses décrets nombre de fermetures. Appris que pour vous, soutenir le secteur de la santé, c'est, et nous l'avons vu, monsieur Macron, à coups de lacrymo qu'il fallait tous ces héros les mater. Appris que, bizarrement,
Passer de 5000 lits à 6000, selon vos propres mots, c'est doubler les capacités d'accueil dans nos hôpitaux. Alors, n'en jetez plus, monsieur Macron. La coupe est pleine, elle est vraiment pleine. J'aimerais encore vous rappeler, cher monsieur, ce 17 novembre 2018, des femmes, des hommes, de tout horizon, de toute conviction, de toute la France, sont sortis pour crier leur colère, leur détresse, pour demander plus de justice fiscale et sociale, sur les ronds-points, dans les rues, dans toutes nos villes, au nom des libertés, de l'équité, d'une égalité et surtout d'une fraternité. Ils se sont levés et dressés face à l'oligarchie et à la mondialisation. Quelle a été votre réponse, monsieur Macron? Le mépris, la diffamation, la répression, les exactions de vos forces de l'ordre envers une majorité de citoyens qui ne rêvaient que d'une seule chose. Ils ne rêvaient que d'être entendus et écoutés. Du simple ouvrier au petit commerçant, du petit retraité jusqu'au soignant, du plus jeune au plus âgé, ils ont tous appelé, crié, à s'en époumoner, et face aux larmes, ce sont LBD, grenades et gaz lacrymaux qui leur furent opposés. Un mort direct et 10 collatéraux, 5 mains arrachées, 27 éborgnés, plus de 4400 blessés et plus de 10 000 gardes à vue, dont des milliers de condamnés, dont plus de 800 prisonniers. Beau bilan des valeurs républicaines que vous cautionnez. Est-ce cela votre conception de la démocratie? Les Gaulois réfractaires avaient compris que votre démocratie était un leurre, une duperie, un pouvoir dirigé par une caste financière qui nous a menés à cette pauvreté, à cette misère. Mais cela n'était encore pas assez. Il fallait encore plus nous museler dans toutes nos actions où nous révélions les plus simples vérités de l'ensemble de tous vos projets. Donc vous avez restreint encore plus nos libertés. Liberté de circuler, d'expression, au mépris des droits les plus fondamentaux et de toute constitution, bien entendu, nous arrêtant même pour un gilet fluorescent. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, vous consacrant ainsi la totalité des pouvoirs, force est de constater que cette situation reste unique sous la Ve République, mais aussi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Députés, sénateurs n'ont plus l'évaluation et le contrôle de votre gouvernement. Où en outre se profile, et retenez-le bien chers amis, pour ce 17 novembre, ce projet de loi de sécurité globale totalement liberticide. Aujourd'hui, grâce à ce virus controversé, vous pouvez, monsieur Macron, régenter une France tétanisée, qui se confine dans la peur et qui circule totalement muselée. Mais le cœur des Français, celui que vous n'aurez jamais, et face à tant d'immoralité, reste légitime pour connaître toute la vérité. Cette vérité que vous lui refusez. Alors qu'importe aujourd'hui ce qu'il puisse m'en coûter. Moi, l'ancien sous-officier que j'étais au service de la brigade de renseignement et de guerre électronique, je veux, aux yeux du plus grand nombre, démontrer par une documentation étayée et des rapports accablants que l'ensemble de vos décisions n'étaient que contre-vérité et duplicité. Plusieurs de ces rapports ont ainsi été établis. Mais vu ce qu'ils contenaient, vous avez bien sûr voulu les rendre très discrets. Ces rapports, les voici. Le premier de ces rapports, voilà, est celui enregistré le 3 juin 2020, présenté par M. Richard Ferrand. Alors, ce rapport, dont les mises en examen sont un sujet commun pour M. Ferrand, ce rapport d'information de 165 pages qui édulcore totalement la moindre faute gouvernementale, a eu comme résultat d'engendrer une levée de bouclier et surtout la demande légitime de création d'une commission d'enquête Covid-19 pour l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, car le rapport Ferrand n'était que poudre aux yeux. Voici donc quelques conclusions de groupes parlementaires. Je vais bien sûr vous en lire que quelques passages. Voilà. C'est les documents en repris. Alors, dans ces passages, en page 147 de ce même rapport,
L'étude des faits et des déclarations de certains membres de l'exécutif nous amène à conclure que la prise en compte de la menace sanitaire par la totalité de l'exécutif a été tardive, ce qui a obéré la capacité de réaction de notre pays face au virus. En page 148, la préparation du gouvernement est également révélée par la gestion des stocks de masques et la politique de dépistage. Nous soutenons au contraire que l'insuffisance des stocks de masques chirurgicaux relève de la seule responsabilité du gouvernement actuel. 149. Si nous ne nions pas certaines difficultés, nous signalons toutefois que cette tension sur les capacités de test n'a pas été prise en compte et que très tardivement par les autorités publiques. Cette prise en compte tardive a induit un retard important de nos capacités de test par rapport à nos voisins européens. Ça, c'est un groupe parlementaire. En voici un autre. En page 153, la conduite de la mission d'information est révélatrice de la perte de pouvoir du Parlement. Un autre groupe. Dès les premiers jours de l'épidémie, l'état d'impréparation du pays est apparu aux yeux de tous. L'improvisation a fait office de politique. Les erreurs et les mensonges qui ont coûté des vies ont semé le doute sur les mesures décidées par le pouvoir. Le président de la République et le gouvernement ont décidé de concentrer encore plus de pouvoir et de décider seuls. L'état d'urgence sanitaire donne des pouvoirs exorbitants à l'exécutif, contourne le Parlement et piétine nos libertés individuelles. Le contrôle de l'action gouvernementale a été réduit à des questions au gouvernement, 2 heures par semaine, et à une mission d'information qui s'est apparentée à un véritable massacre. Page 155. Alors bien entendu, j'en ai encore plusieurs autres. Je ne vais pas toutes vous les lire. Il suffit de retrouver ce rapport et regarder dans les pages que je viens de vous communiquer. Alors édifiant, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez encore rien vu. Le second rapport, sur lequel figure le sceau confidentiel diffusion restreinte, est celui du général Lisuré. C'est un rapport qui a été demandé par M. Édouard Philippe le 5 avril sur la gestion du Covid-19. Ce rapport est de 67 pages environ, dont les 2 tiers sont des annexes dont il formule 21 recommandations. Alors j'ai ici plusieurs documents. Un document adressé à M. Jean Castex, Premier ministre, en date du 1er novembre, puisque les parlementaires n'ont pas été destinataires, et bien sûr les parlementaires, surtout ceux de la commission d'enquête, n'ont pas été destinataires de ce document, de ce rapport. Et donc, il y a un sénateur qui en fait la demande de toute urgence. Ici, le courrier, en date du 5 avril, que je vais vous lire, le directeur de cabinet de M. Macron. Mon général, dans le cadre de la crise sanitaire que traverse notre pays avec l'épidémie de coronavirus Covid-19, le Premier ministre a décidé de vous confier une mission d'audit et de conseil sur les modalités de pilotage interministériel de cette crise. Cette mission portera sur le processus de pilotage horizontal, c'est-à-dire impliquant les cabinets ministériels et les administrations centrales, ainsi que sur le processus de pilotage vertical, c'est-à-dire sur la relation entre les niveaux central et déconcentré. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux juste vous lire encore. Vous serez placé sous son autorité directe, donc du premier ex-premier ministre, et vous me rendrez compte en continu des constats que vous dresserez et des préconisations que vous formulerez. Ce rapport, le voici.
diffusion restreinte, confidentielle. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire quelques-unes des recommandations qui sont faites par le général Lisuré. Le rapport estime en effet un aspect crucial pour permettre une organisation efficace de la gestion de crise en cas de rebond, et que celle-ci réside dans la conservation de l'expertise acquise lors de la première vague épidémique. Des renforts ont d'ores et déjà été démobilisés, je dis bien démobilisés, sans que ne soit prévu ni organisé la possibilité d'un retour en cas de deuxième vague. Donc, comme je le disais précédemment, c'est cela avoir appris, M. Macron. La gestion de la crise a reposé sur un nombre réduit de responsables nationaux, dont l'engagement était marqué par une exceptionnelle intensité. Ce mode d'organisation a posé plusieurs problèmes, à commencer par la capacité de ces hauts fonctionnaires et membres de cabinet à tenir dans le temps et à garder du recul sur une gestion dans laquelle ils ont été totalement engagés dans la durée. Certains acteurs ont pu exercer indistinctement plusieurs niveaux de responsabilité, mélangeant notamment rôle stratégique et conduite opérationnelle. Cette situation soulève le risque que la conduite ait parfois pris le pas sur la stratégie pour les acteurs en charge de cette dernière, et que le niveau responsable de la conduite se soit trouvé en partie déresponsabilisé. Alors, pareil, je ne vais pas vous lire l'ensemble des éléments, mais c'est hallucinant, comme tout un chacun le verrait. Peut-être ce petit passage-là. Voilà. Alors, même le ministère de la Santé, au cœur de la crise, il était en dehors de la cellule interministérielle jusqu'au 20 mai, parce qu'il avait créé sa propre cellule. Donc, M. Macron, chez vous, chacun fait comme il veut. C'est cela, diriger la France ? Enfin, donc voilà, et je passe au dernier document que je vous avais déjà présenté, demandé également là par M. Macron, puisqu'il y a sa signature, qui est le rapport d'étape du professeur Pittet. Évidemment, comme je l'avais déjà évoqué, on a été obligé d'aller chercher un professeur en dehors de nos frontières, pensant peut-être qu'il n'y en avait pas d'assez bon chez nous. C'est un peu lamentable, je dirais. Donc voilà pour cette partie des rapports. Ce rapport d'étape, bien entendu, une fois de plus, comme tous les autres rapports, si j'en prends la synthèse, les premiers constats de la mission mettent en évidence des défauts manifestes d'anticipation, de préparation et de gestion. La mission souligne ainsi le déclin progressif du degré de priorité accordé à la prévention des pandémies au cours de la dernière décennie, concourant à une moindre préparation et vigilance au risque. Le retard d'appréciation a été d'autant plus pénalisant que la croissance du nombre des hospitalisations s'est avérée de type exponentiel. La disponibilité des masques a pâti des hésitations sur leur doctrine d'emploi et d'insuffisance grave de gestion. La crise a révélé des faiblesses structurelles dans la gouvernance que la mission entend examiner dans la suite de ses travaux, etc., etc. Alors que dire de plus ? Étrangement, pour le rapport du général Lisuré, il faut signaler, comme je l'ai dit, qu'il n'a pas été transmis donc aux parlementaires. Les ministres ou Matignon auraient-ils pris ombrage de ces conclusions ? Je ne sais pas. Mais on peut se poser la question. Donc voilà. Voilà, amis gaulois réfractaires, la vérité que vous pressentiez. Mais c'est surtout à tous nos compatriotes et au peuple de France que je veux à présent m'adresser. M'adresser à celles et ceux qui pensent que certains d'entre nous sommes à la marge, que nous sommes des complotistes, parce que nous avons décidé de gagner
est de garder notre libre arbitre et de penser autrement qu'en nous laissant guider par un parti politique ou des médias Main Street aux mains des puissances financières. J'espère du fond du cœur que vous pourrez ouvrir les yeux après que je vous ai apporté ces quelques informations, vous permettant de comprendre que nos enfants, nos petits-enfants, notre futur tout simplement est en danger, parce que la démocratie vacille et qu'il faut dès à présent agir et se retrouver. Je terminerai donc en citant un grand monsieur que l'on avait surnommé le Père la Victoire, monsieur Georges Clémenceau. Georges Clémenceau a dit un jour, il n'y a que deux organes inutiles, la prostate et le président de la République. Sur ce, monsieur Macron, je vous souhaite bon courage et à tous mes amis gaulois réfractaires, force et honneur. À très vite, j'espère. Merci. Si vous partagez, un très très grand merci. Au revoir et bonne journée.